Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au menu, on va parler d'actualité dans cet épisode du jour. On va parler de trois actualités principales, une chez BMW, une chez Mercedes et une chez un préparateur BMW. Allez, c'est parti, action! Chez BMW, on va commencer par un nouveau modèle qui est sorti. On l'espérait pas tellement, il s'agit du BMW Série 2 Active Tourer. Pour ceux qui le savent, c'est le monospace de chez BMW, et qui est sorti en 2014 et qui pour l'instant avait été juste restylé plusieurs fois. En effet, ça fait un paquet d'années qu'il était commercialisé. Or, son concurrent direct, le Mercedes Classe B, a été lui renouvelé en 2019, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 ans, par un modèle ultra canon, surtout avec un intérieur très futuriste, avec, comme on le sait, l'intérieur de la classe A, avec cette grande barre d'écran toute propre et toute très moderne et épurée. Du coup, 2021, ça va être l'année pour laquelle BMW va remplacer ce fameux Série 2 Active Tourer. Pourquoi je vous parle uniquement du Active Tourer? C'est parce que la déclinaison Grand Tourer, qui était la version 7 places, se vend quasiment pas, donc BMW a décidé d'arrêter cette version. Donc, qu'est-ce que ce restylage va apporter de nouveau? Côté gabarit, ça va être à peu près la même chose, on va être à 4,34 m en termes de gabarit, c'est-à-dire exactement la même chose que la toute première génération. Et côté moteur, l'offre va être assez restreinte pour l'instant, en tout cas, peut-être qu'elle évoluera par la suite. Pour l'instant, on a un premier essence, le 218i. Donc c'est un 3 cylindres qui va développer un tout petit peu plus de 130 chevaux, c'est un 1,5 litre turbo compressé. Et on va avoir la version 220i qui, elle, va être une version avec une hybridation 48 volts et qui va pouvoir atteindre les 170 chevaux. Côté diesel, pour l'instant, BMW a annoncé que le 218 qui va faire une puissance de l'entour de 170 chevaux, sorti d'un 2 litres, lui aussi turbo compressé. Ça risque d'être le même moteur qu'on va retrouver notamment sur les séries 1 ou encore les séries 2 grand coupé. Et à la suite de ça, on aura des versions hybrides rechargeables, apparemment deux versions, donc on imagine qu'il y aura sûrement peut-être la version 225 comme il y avait déjà précédemment sur le série 2 en hybride rechargeable. Celles-ci seront les seules pour l'instant à avoir la transmission intégrale xDrive, mais une chose est sûre, tous les moteurs sont équipés de la même boîte de vitesse, en effet la double embrayage à 7 rapports. Tant qu'on est sur des détails rébarbatifs, on va parler du prix. On va être un tout petit peu au-dessus des 34 000 € en prix de départ, c'est-à-dire hors option et sur le petit moteur. On est aux alentours de 2 000 € au-dessus de la génération précédente. D'un autre côté, l'équipement de série est beaucoup plus complet. On verra après qu'il y a déjà de base beaucoup de modifications, ce qui apporte beaucoup de modernité, et ça va être cette modernité-là qui va justifier les nouveaux prix. Maintenant, on va parler du design. Tout d'abord, ce qui, moi, m'a frappé en tout premier, c'est le 3/4 arrière. Le 3/4 arrière, on voit très clairement que les designers de la marque se sont inspirés du iX, le nouveau SUV porte-étendard 100% électrique de chez BMW, avec des phares LED très plats, très flat design, avec des boucliers aussi beaucoup modernisés qui ressemblent, je trouve, beaucoup aussi à l'iX. À l'avant, on va retrouver les nouveaux codes stylistiques des BMW thermiques, c'est-à-dire les deux gros haricots à l'avant qui sont joints par une jointure chromée. Peut-être que ça sera possible, comme sur la série 1, de le choisir directement en option avec une calandre noire. Ça, pour l'instant, j'ai pas d'informations. Au pire, des préparateurs le proposeront en noir pour ceux qui le préfèrent. Même si je trouve qu'en fait, le chrome fait que c'est moins lourd visuellement. En tout cas, c'est peut-être le série 2, ce série 2-là, qui apporte la calandre avec les gros haricots, la mieux intégrée. Je trouve que c'est là où ça fait le moins vulgaire, que c'est peut-être le plus mieux proportionné. En effet, je les trouve pas trop larges et assez hautes, mais pas trop non plus comme sur une série 4, ce qui fait que je trouve que ça s'intègre parfaitement dans le design. Également, les boucliers et le capot sont un petit peu modernisés grâce à un traitement un petit peu nouveau des surfaces. Et à l'intérieur, c'est là où il va y avoir le plus gros changement. En effet, ce nouveau série 2 va intégrer un nouvel intérieur complètement inédit. Déjà, quand on rentre, on va trouver des beaux sièges, comme ce qu'on a pu voir sur les versions de présentation, des cuirs végétaux, donc vegan. Je pense que les cuirs depuis la peau naturelle, c'est quasiment fini chez BMW. D'un autre côté, c'est pas plus mal. On n'a pas besoin de tuer des animaux pour récupérer le cuir. Surtout que celui-là, apparemment, est assez bien travaillé et d'après les premiers retours qu'on a pu lire sur Internet, la qualité du cuir est franchement bonne. Donc, entre ces deux sièges, comme j'ai pu vous l'évoquer juste avant, on va retrouver une console centrale flottante. C'est assez nouveau chez BMW, ça fait un petit peu penser d'ailleurs à la BMW i3 pour ceux qui se rappellent. Sur cette console centrale, l'autre élément qui va choquer, c'est l'absence totale de molette de iDrive. C'est une invention chez BMW qui perdurait depuis presque 20 ans en réalité,
puisqu'il me semble que c'était la série 560 qui avait inauguré la molette, ou peut-être la série 7 de ces mêmes années-là, c'est-à-dire tout début du 21e siècle. Et là, BMW a décidé de s'en séparer. Pour l'instant, chez les possesseurs de BMW, ça fait un petit peu débat, ce que je peux comprendre, parce que je trouvais que cette molette, une fois qu'on avait appris à s'en servir, je la trouvais assez ergonomique, surtout lors des phases de conduite, vu qu'elle tombait parfaitement au niveau du bras, au niveau de la coudoir, ce qui fait que ça permettait d'accéder au menu sans jamais quitter le regard de la route. Bon, BMW a fait ce choix-là, je pense que c'est notamment pour utiliser encore plus la commande vocale, vu qu'il la perfectionne de génération en génération, surtout que désormais, on va même avoir l'assistant Alexa d'intégrer dans les BMW. Bon, je vous parlais de l'iDrive sans molette. Ce qui frappe aussi, et surtout, c'est cette nouvelle dalle d'écran. En effet, c'est fini le deux lieux, deux ambiances, comme on pouvait avoir par exemple sur les séries 8, même les séries 3 plus récentes, les séries 5, où on avait le cockpit digital et de manière séparée le contenu multimédia. Ici, on va avoir une seule dalle, coupée en deux, donc scindée par, je pense, une bande noire, donc ça va être deux écrans sur une même dalle, et qui vont permettre de faire un petit peu à la manière de Mercedes, une bande d'écran. Cependant, je trouve qu'ils sont taillés de manière un petit peu différente et non pas comme une barre horizontale. C'est un pari qu'a fait BMW qui, moi, je trouve assez intéressant parce que je pense qu'en termes de visualisation d'informations, ce sera un petit peu plus complet. A noter d'ailleurs que contrairement au iX, il n'y aura pas une canne disgracieuse à l'arrière de cet écran pour le maintenir. Évidemment, cet écran sera quand même tactile vu qu'il n'y a plus de molette iDrive. Il va falloir le contrôler d'une autre manière, autre que la commande vocale. On va retrouver comme d'habitude Android Auto, Apple CarPlay et aussi un autre élément qui moi m'a frappé, c'est le Head-Up Display. J'aurais aimé que BMW emploie le nouveau Head-Up Display comme sur les séries 3 et les modèles plus haut de gamme de la marque, c'est-à-dire avec une projection directement sur le pare-brise. Ici, ils ont retenu la solution qui était déjà utilisée sur la génération précédente et qu'on retrouve sur les X1, sur les séries 1 et même sur les déclinaisons mini du Clubman ou du Countryman, c'est-à-dire une lamelle rétractable en verre sur lequel est projetées les informations. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu dommage, ça fait peut-être un poil disgracieux, même si dans l'absolu, ça ne se voit pas forcément beaucoup. Autre élément à l'intérieur qui évolue pas mal, c'est le volant qui va adopter un espèce de flat design avec des boutons très lissés sur le volant, un petit peu dans le même esprit que a pu l'être les nouveaux volants mini qui ont été dévoilés récemment. Côté modularité, le coffre ne change pas beaucoup et la banquette arrière reste complètement coulissante et donc du coup ça permet de gagner soit de la place aux jambes si vous voulez privilégier les passagers ou de la place dans le coffre si vous privilégiez le chargement dans le coffre. On passe maintenant à la deuxième actualité de cette vidéo, il s'agit de Mercedes. Pourquoi je voulais vous parler de Mercedes alors qu'aucun modèle n'a été présenté récemment? En fait c'est simple, c'est Mercedes qui a lancé un nouveau label, le label Manufacture. À la manière de BMW Individual, de Porsche Exclusive, de Ferrari TaylorMade, ce département, ce label créé par Mercedes va apporter tout un tas de personnalisation. Mais vous me direz, c'est pas si nouveau que ça. Le Classe G avait déjà une version Manufacture. Or, ici, ce n'est pas juste une appellation Manufacture sur un modèle, c'est vraiment le déploiement sur la gamme haute des modèles Mercedes que on va avoir ce label qui va apparaître. En effet, le Classe G, donc il l'avait déjà, on va continuer de l'avoir. On va retrouver le CLS, la MG GT 4 portes, on va retrouver les classes S en châssis long ou alors les châssis courts mais version Maybach. Et ça va pouvoir permettre tout un tas de choix qui vont apporter beaucoup de luxe dans ces véhicules-là. C'était quelque chose de recherché par la clientèle de manière à diversifier la gamme et de faire des voitures beaucoup plus personnelles, ce qui justifie encore plus l'argent dépensé dans de tels véhicules. Ce département va permettre de choisir de nouveaux coloris extérieurs, à la manière de Heritage Paint chez Bentley. On va avoir le choix sur des matériaux beaucoup plus nobles à l'intérieur, des surpiqûres beaucoup plus complexes, des choix de coloris de l'intérieur aussi beaucoup plus vastes. Ce que je trouve une bonne chose étant donné qu'on a une standardisation, je trouve, des catalogues d'options en ce moment et les coloris possibles sur les intérieurs sont assez limités. Là, ça sera vraiment au choix du client. Évidemment, ceux qui choisiront ce label-là, comme chez BMW avec Individual, on va retrouver des seuils de porte, des petits monogrammes, des inscriptions un peu partout de manufacture pour bien souligner le fait que vous ayez choisi des options un petit peu plus haut de gamme. Pour finir, on va finir sur une note sportive, étant donné qu'on aime beaucoup le sport auto sur la chaîne, je voulais finir par cette actualité-ci. Il s'agit de AC Schnitzer, un préparateur allemand, évidemment la plupart des préparateurs sont allemands pour les BMW, qui a préparé enfin la BMW M3, toute dernière génération. L'objectif est simple, augmenter la performance, augmenter la radicalité pour répondre à une attente, celle de clients qui souhaitent une version beaucoup plus performante et exclusive de la BMW M3 en attendant des possibles déclinaisons CS ou encore peut-être GTS ou CSL, qui sait, l'avenir nous le dira.
En effet, AC Schnitzer s'est occupé de l'esthétique, de l'intérieur, du moteur, des trains roulants et de l'aérodynamique. Je vous détaille ça dans quelques minutes. Tout d'abord, côté châssis, on va retrouver des suspensions à rabaisser de 20 mm à l'avant, ce qui est quand même assez intéressant, des combinés filetés intégrés et également des masses suspendues réduites grâce à des jantes 20 pouces forgées. À l'intérieur, pour l'instant, rien de radical avec des arceaux de partout. Ça sera peut-être sûrement réservé à une version de l'M4. Ici, on va retrouver un nouveau volant en cuir et Alcantara avec des grosses palettes, bien évidemment. Alors, les palettes, pourquoi elles sont plus grosses? C'est parce que la clientèle de ce genre de véhicule l'utilise beaucoup au quotidien, mais aussi énormément sur circuit. Or, lors de virages sinueux, notamment sur le Nürburgring au hasard, il va falloir retrouver les palettes de manière beaucoup plus efficace. Or, les palettes fixes au volant et non pas la colonne de direction vont tourner évidemment avec le volant. Donc, il faut des palettes plus grandes de manière à que le conducteur puisse changer les rapports de manière plus ergonomique. À l'extérieur, c'est peut-être là où on observe un changement assez radical, étant donné que les modifications ont été réalisées principalement pour augmenter l'appui aérodynamique. En effet, on va retrouver une lame avant tout d'abord, lame avant qui va porter beaucoup d'appui à 200 km/h, c'est-à-dire 40 kg. On va retrouver un béquet, un aileron et un flap sur l'aileron. Et tout ça va contribuer à augmenter l'appui à 200 km/h et même plus. Mais à titre indicatif, à 200 km/h, on va avoir une augmentation d'appui de 130 kg, ce qui est quand même pas négligeable. Quant à l'aileron, j'aimerais vérifier, mais j'ai pas eu le temps de le faire, de la différence qu'il va y avoir entre cet aileron-là et celui proposé en M Performance sur la déclinaison M Performance de la M3, qui est un pack en fait d'équipement proposé directement par Motorsport. Côté moteur, vous savez, cette M3 a toujours le fameux 600 lignes propre et mythique chez BMW de 3 litres de cylindrée. D'origine, il fait 510 chevaux. Ici, il va gagner 80 chevaux pour atteindre les 590 chevaux. Côté couple, l'augmentation est moins flagrante vu qu'on passe que de 740 à 750 Nm de couple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les performances sur circuit et sur un dynamique, même sur autobahn, etc., vont être améliorées. Cependant, on ne sait pas encore exactement quelles vont être les performances en termes d'amélioration. Il faut juste savoir que d'origine, on est déjà sur un 0 à 100 par exemple à 3,9 secondes. On imagine qu'il y aura quelques dixièmes qui vont être grattés, peut-être 3 secondes 6 sur le 0 à 100, on ne sait pas. Non plus, ce qu'on ne sait pas, c'est quel traitement était réservé au moteur. On imagine à minima une cartographie, peut-être des turbos changés, peut-être quelque chose qui va permettre d'augmenter la résistance du moteur, peut-être une nouvelle admission, un nouveau filtre à air. On ne sait pas pour l'instant, c'est juste les performances brutes en termes de chevaux et de couple qui ont été grattées. Pour l'instant non plus, on n'a pas d'informations particulières sur le prix. En tout cas, ça va permettre de différencier votre M3 comparé à celles qui sont vendues directement en concession grâce à ce kit. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines sorties sur cette chaîne YouTube. Dans les réseaux, dans la description, tu retrouveras tous mes réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram. N'hésite pas à aller t'abonner, y faire un tour, profiter du contenu. Moi, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Avant ça, rendez-vous cette semaine pour un short, c'est-à-dire un vidéo court format portrait, principalement visionnable sur téléphone, mais pourquoi pas le visionner aussi sur ordinateur. Sur ce, porte-toi bien et à la prochaine.